Tu t'assieds mode et tu vas lancer là. Personnage, j'ai trouvé que dans tous les personnages. Dans les classes à l'école, il y a toujours cette personne qui aime pas trop passer au tableau. C'est moi. Ça a toujours été moi. Non, en fait, ce que j'aime, c'est faire mes trucs de mon côté, en sous-marin. Ça j'adore. Et alors que j'étais tranquillement en train de passer en sous-marin, je reçois une notification de YouTube Creators. Cette semaine, nous recevons à Paris Pandunea, le vice-président de Google en charge du moteur de recherche, et nous voulions savoir si tu serais intéressé par une interview vidéo. Il venait de me proposer d'interviewer le vice-président de Google en charge du moteur de recherche, Pandunaiak. Et voilà ce que j'ai trouvé sur Pandunaiak, originaire d'Inde, école d'ingénieur en Inde, départ pour la Silicon Valley, PhD à Stanford. Thèse récompensée par l'ACM Dissertation, qui récompense les meilleures thèses en computer science. Obtention donc en 1993 du prix, un an après le cofondateur de VMware. 5 ans à la NASA au département d'intelligence artificielle. Professeur à Stanford, Google. 17 ans à travailler sur le moteur de recherche. Et là, je me suis revue 4 mois plus tôt. Quand je suis partie voir Angèle à Los Angeles, j'étais passée par la Silicon Valley. Et moi, je vais à Stanford, sauf que j'ai pas trouvé d'étudiants à interviewer. Donc normalement, la vidéo, c'était censé être 24 heures avec un étudiant de Stanford. Je voulais faire une vidéo avec un étudiant de Stanford et j'avais pas trouvé, du coup je m'étais juste pointée sur le campus avec les yeux en cœur. J'arrive pas à croire, c'est là où il y a eu les 2 créateurs de Google, vous vous rendez compte ou pas? Là en gros, là on est là. Ici c'est mon auberge et en bas il y a Mountain View, donc là c'est Google. Et ensuite de là jusqu'en haut, 2h30. En vrai je me dis ça me chauffe bien d'aller à Mountain View devant le truc Google pour voir un peu les vélos qui passent et tout. En vrai c'est vraiment de la merde de voir ça, enfin, il y a des gens c'est leur quotidien d'aller travailler là et moi je veux le voir. Ouais les gars, j'avais tapé 2h30 de trajet pour aller jusqu'au siège de Google dans la Silicon Valley juste pour voir les putains de vélos. Et là on me proposait d'interviewer Pandunaiak dans les locaux de Google France en compagnie de plusieurs personnes de Google en anglais et sur un créneau de 30 minutes, pas plus pas moins. Je me suis dit imagine tu paniques, imagine. Allo la Terre, ici Amy Plante, bienvenue dans la toute première interview de cette chaîne YouTube du vice-président de Google Search, Pandunaiak. Hello, bon les gars, genre à 10h il y a un taxi qui vient me chercher pour aller dans les locaux de Google, pour je vais interviewer Pandou en anglais. Vous savez comme moi, vous connaissez mon niveau d'anglais, hein. J'espère que ça va bien se passer, hein. J'ai peur un peu. Bon, il y a des gens qui interviewent des personnalités beaucoup plus connues et impressionnantes. Mais je vous remets dans le contexte, moi je suis timide et en plus, pour être honnête, c'est que je savais que les gens de YouTube Creators, ils sauraient comment s'est passée cette interview. Et je me suis bien rendu compte qu'ils pouvaient me donner des opportunités parce que là, j'avais l'opportunité de poser des questions que je voulais à quelqu'un qui a un gros poste dans la Silicon Valley. Et surtout, je savais que là, si je gérais pas, il n'y en aura pas d'autres. Et même au-delà de ça, c'est pas juste question d'opportunité et de pas les décevoir, c'est que j'avais envie d'avoir une belle conversation et de faire la meilleure interview et être fière de moi. Et pour faire une bonne interview, je me dis qu'il faut les bonnes questions. Et des questions, j'en avais plein. Est-ce que Google favorise ses propres services dans les résultats de recherche? Qu'est-ce qui a motivé le jeune Pandunaiak à quitter l'Inde pour la Silicon Valley? Combien faut-il de data centers pour indexer le web entier? Et que fait Google pour diminuer l'énergie consommée par ces milliers de data centers? Ou encore, de quoi Google pourrait-il avoir peur dans l'avenir? Et justement, j'arrivais au siège de Google, donc ça allait être le moment de poser mes questions. Je pense que certaines questions vont prendre plus de temps à répondre. Ouais. Donc n'hésite pas, tu vois, à le couper ou à passer à la question suivante. Ouais, c'est mes arrivées. Bonjour l'ami, Constantin, on s'est vu par oui, bah visio. oui, je me sens très bien. Enchantée aussi. De même. Hello. Nice to meet you. Hey.
Hello Pandou, thank you for accepting to come to my YouTube channel. You are my first ever invitee. Let me say thank you for having me on your YouTube channel. Donc on s'est remercié et tout, mais c'était pas ça l'intéressant. Moi j'ai voulu commencer cette interview en reprenant l'histoire à son commencement. Et pour moi, le début de l'histoire, c'est l'école 42. You know, I attended a school called 42. You are learning code without professors. Parce que c'est là que j'ai vraiment compris à quel point les projets les plus techniques pouvaient être développés sans aucun prof, seulement grâce à Internet. Et je me suis dit que si tu peux apprendre l'informatique, tu peux aussi apprendre le montage vidéo, Photoshop, le storytelling, la communication. Et ça a tellement changé de choses pour moi que parfois je me dis, voilà, le 21e siècle, c'est peut-être avoir la possibilité d'apprendre n'importe quoi avec Internet. Et peut-être que tu puisses t'en sortir dans la vie grâce à ça. Having the ability of learn any subject thanks to the internet. So in your opinion, donc je lui ai demandé pour lui qu'est-ce qui lui ferait dire que sans aucun doute on est au 21e siècle. That we are in 21st century for you. There's a number of things that characterize the 21st century, yes. Of course, so there's no simple answer. But perhaps the single one that has affected most of us, at least right now, is just information technology, computing. Computing has completely transformed everything about our lives. We see how, you know, like starting with cell phones, right? Like how important cell phones are, and cell phones couldn't happen without all the telecommunication infrastructure, and then there's the internet itself. One of the big consequences of this sort of computing as being sort of central to everything we do has been information access through the internet. That's where our work is at Google is in the area of information access. There are of course other things around of course. You medicine have to choose one, and biotechnology and climate change. Mais au même titre que le 21e siècle, c'est l'accès à énormément d'informations. Pour moi, c'est aussi le partage de sa vie privée sur Internet, mettre des stories de sa vie, faire des TikTok de ses vacances, partager ses études, son travail sur LinkedIn. Specifically about how we put our private lives on social media, for example. And in your opinion, do you also have the impression that our relationship with our privacy have changed? I mean, I think this is something that sort of constantly goes up and down. I would say that even the current generation of young people are already more careful about their privacy. Yes, they share a lot, but they're also very cognizant of what they should and should not share, maybe compared to a past generation, which was maybe more free. Quand Pandou il a dit ça, ça m'a direct fait repenser à une anecdote. En gros, à mes cours à Dauphine, les profs savent que je fais des vidéos sur YouTube et il y avait un prof qui parlait une fois de la vie privée et qui a dit aujourd'hui on fait des vidéos sur YouTube et tout. Il trouvait ça aberrant. En gros, il y avait rien de méchant, mais il trouvait ça aberrant un peu que les gens puissent partager leur vie privée sur YouTube. Et sur le moment, j'ai rien eu à répondre et tout. Et après, en y repensant, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû lui répondre que non, justement, pour moi, la vie privée, c'est plutôt le fait de pouvoir choisir qu'est-ce que tu veux montrer aux gens et qu'est-ce que tu ne veux pas montrer, genre qu'est-ce que tu veux partager et qu'est-ce que tu veux garder pour toi. You say that young generation cares a lot about their privacy, and when I learned that I was going to interview you, I asked people that follow me, what will you ask to Pandou Nayak? They asked me to ask you questions about data and their privacy. People seem to be worried about the fact that Google knows everything about their lives, their emails, their Google documents, and so on. So what would you answer to people, to young generations that are worried about that? Firstly, I would say don't be worried, because it is not the case that Google, quote, knows everything about you. You know, yes, you have your email with Google. Yes, you have your documents with Google. But it is not as if Google looks at them, analyzes them, and creates a profile of you or anything like that. We leave it to you to use your mail and your email. We don't use it for targeting ads or anything like that, right? So it's not as if we have this like holistic picture of you just because you've got all your data with you. Là, du coup, j'ai un échange avec Pandou et tout, et moi, je suis trop contente d'avoir un échange avec Pandou, c'est trop bien, mais il travaillait chez Google, donc forcément, il va pas critiquer Google, vous voyez. Donc moi, quand j'ai posé la question, là, globalement, ce qui mettait en avant, c'était le fait que Google, apparemment, ne fait pas
un profil voilà, vraiment par utilisateur, ne regarde pas les mails, ne regarde pas les Google Documents. C'est ce qu'il dit. But it is not as if Google looks at them, analyzes them and... Globalement, il a vraiment mis en avant le fait que Google souhaite aider l'utilisateur au maximum et que du coup, si ils ont tes données, c'est pour t'aider toi, pour que ce soit plus simple pour toi. So, our attitude towards user data in this way is that we want you to save that user data because it helps you. Et il a aussi mis en avant la possibilité de contrôler ces données, contrôler combien de temps c'est stocké dans les serveurs de Google. You have the ability to control how much of your data is stored. It's easily controlled in the Google account. By default, I think it's saved for 18 months, but you can have it stored for a shorter time. You can say I don't want it stored at all, and you can do that. Et donc du coup ça, on va aller voir comment ça se passe, où c'est genre sur mon compte Google là. Gérer ces données. Il faut aller dans les paramètres de votre compte Google. Vous allez dans données et personnalisation, ok. Données et information, données et confidentialité. Alors donc là vos données, options de confidentialité. Ah voilà, c'est là. Télécharger ou supprimer vos données. Moi, guys, je vous conseille cette page-là, localiser, contrôler et supprimer les informations de votre compte Google. Et là, tu peux avoir un aperçu de toutes tes données. Tu accèdes à un Google Dashboard et là, tu vois ta masse de données sur plein de services, genre le Maps, le Drive, le Mail, 658 emails envoyés. Là, donc du coup, voilà. Et là, ils disent comment supprimer votre activité, vos fichiers, machin, localiser, supprimer les lieux que vous avez visités. Enfin, voilà. So, you know, I think today we are doing this interview because before I've made an interview for a job at Google, an internship, and it didn't work. Quand j'ai préparé cet entretien, j'ai écouté un podcast, which name is Le Code a changé, Code changed. Et dedans, il parlait du fait que Google a eu plusieurs amendes pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de recherche. What do you think about that? So, I think it's really a misunderstanding to think of it as favoring your own results. In search, we are very motivated by helping users. That's our primary goal. And there are many situations where helping users requires you to build some sort of a compelling experience that users will find helpful. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. En gros, une fois, je suis tombée sur un reportage et ils interviewaient une compagnie qui fait des comparateurs de vol. Et en gros, la compagnie, elle disait, nous, on a beaucoup moins de fréquentation maintenant. Sur notre site, on gagne beaucoup moins d'argent parce qu'en fait, Google a mis un encart en haut directement des vols les moins chers, je crois, un truc comme ça. Et donc, du coup, les utilisateurs fréquentent moins le comparateur de vol qui apparaît plus bas sur la page. C'est vrai que l'encart en haut permet aux utilisateurs de plus rapidement trouver l'information, mais pour la concurrence, ça pose des problèmes. We strongly believe that being able to build useful experiences for users that they find compelling is really very important. And so that's what we're really about. I assume that you put in place A/B testing to introduce changes to your algorithms and the ranking of results. Par exemple, pour l'encart qui compare les vols, avant il n'y avait pas cet encart, et donc du coup Google fait constamment en fait des changements dans ses algorithmes de classement des résultats. Et moi, ma question, c'est comment ils font pour faire ces changements-là? Parce que certainement que quand ils veulent mettre en place un changement, ils le testent sur certains utilisateurs. Mais sauf que dans tous les cas, même ces utilisateurs-là qui le testent, ils répondent jamais à un questionnaire pour dire si oui ou non le changement est bien. How do you evaluate the effectiveness of the results? So? Oh, that's a great question. Because we make a lot of changes every year, right? So last year, for example, we made almost 5,000 changes. And it's important that when somebody proposes a change, right, that might be a very clever idea, we don't just let them launch it. They need to prove that it's actually good for users. And so we've built a very rigorous evaluation process. Now, this evaluation process has a number of pieces to it. Right? But one of the central pieces is something we call a side-by-side experiment. And the idea there is if you have an experimental change, we take a sample of queries where your experimental change and the production version of Google have sort of meaningfully different results. And we put these, maybe it's several hundred such queries in front of people
we call raters. These are people we've hired from around the world to bring sort of the local context there. We have more than 10,000 of them around the world. We put it in front of raters and we ask them which side is better, right? And they might say, you know, for 40 of them the experiment side is better, but for 10 of them the production side is better. And that gives you some evidence that the experiment is actually better for users. So right? they are physical persons. Yes. Ensuite, j'ai posé une question qui était plus environnementale parce qu'ils ont une échelle qui est énorme, genre ils essayent d'indexer internet, donc du coup de renvoyer les meilleurs sites web en moins de 2 secondes. Ça veut dire il faut stocker des informations sur tous les sites web qui sont dans leur base de données. Ces informations, elles sont stockées sur des serveurs qui sont eux-mêmes dans des data centers. How many servers are necessary to index the whole web? Thousands upon thousands, maybe hundreds of thousands, maybe more, right? That's the only way to get it at scale. And the servers produce a lot of heat and consume tons of electricity. What is Google doing about the impact of their data centers on the climate? The issue of energy consumption by data centers has been central to Google since the very early days. Initially it was about designing better power sources for these computers. Subsequently they've made a big investment in making Google carbon neutral by buying offsets for the energy that they use. Là, en gros, l'idée pour les gens qui ne sont pas très au point comme moi, en fait, c'est genre Google va générer des émissions de CO2 avec ses data centers et donc pour compenser ces émissions de CO2, il va investir et créer des projets qui permettent de réduire les émissions de CO2. That's not a complete solution. Then since 2017 they've bought enough renewable energy to account for all of the energy they use. That's not enough because of course you don't get renewable energy at all times of the day and night. And so they've set themselves a goal to be completely carbon free for all of their energy use by 2030. Donc en gros, ils souhaitent ne pas créer aucune émission de carbone à partir de 2030. During the film about Google search, one of people in the video said that's why the Google search algorithm is a well-guarded secret, as well guarded as the Coca-Cola recipe. And that's the reason that we keep Google's search algorithm a very closely guarded secret. Recipe for Coke level guarded secret. And besides the fact that the algorithm responsible for the search rankings are trained on billions of data each day, including numerous models of deep learning, I assume that it's more complex than a recipe that someone could easily explain. So I would like to know if you're able still to explain the results of the algorithms. Are you working internally on the subject of explainability of your algorithms? Actually, this is a great question. Explainability has been really key to everything we've done in search since the early days, right? And the reason for that is we strongly believe that when our systems are understandable by our engineers, then our engineers have the opportunity to improve the systems. Yes. Right? If you don't understand what is going on, it's hard, the first consequence is people turn off and then the systems don't improve. Now, as we have moved into a world of machine learning and deep learning, certainly understandability has become more challenging. But it's important to note that deep learning does not run the whole system. Still, our overall ranking system is still very much in the sort of our traditional understandable systems. And so we know exactly where the problems are, and it allows us to sort of improve things in a good way. But even with our deep learning systems, we've developed a whole series of techniques, starting with ablation techniques, various forms of dependency tracking and so forth, that give us some insight into what the system is doing. It's by no means a complete understanding of what's going on, but it's also not like completely opaque, and so that gives us some sense for what is going on. And I think it's absolutely essential
to have this kind of understandability. Yeah. Et comme j'étais en train de parler avec la personne la plus haut placée dans la tech avec qui je vais sûrement jamais parler de ma vie, j'en ai profité pour lui demander est-ce que vraiment, genre, pensiez un jour arriver là où vous êtes, à un endroit comme vice-président de Google Search? No, not at all. Not at all. Je voulais trop savoir qu'est-ce qui fait qu'il est parti de l'Inde pour aller à Stanford, dans la Silicon Valley et tout. Et je m'attendais à une réponse de ouf. Et en fait, il m'a juste dit que c'est qu'il a lu un livre qui s'appelle Gödel, Isher, Bach. Et genre, il est devenu passionné de l'intelligence artificielle. Et donc, il a voulu aller à un endroit où la recherche était bonne sur ce sujet-là. Et donc, il est allé à Stanford. Et comme si c'était... Enfin, il me l'a dit en mode comme si, voilà, il suffisait juste de prendre les opportunités, quoi. Rien de ouf. I was reading these books and I was very fascinated. And I was interested in doing research in that. And so I wanted to go to a place that really had excellent artificial intelligence research, and Stanford was one such place. Mais surtout, ça fait 17 ans qu'il est chez Google et je me suis dit qu'il avait dû sûrement voir les crises que Google a pu passer pendant 17 ans. Et donc je me demandais dans l'avenir quelles pouvaient être ces crises. What does Google could be afraid for about the future? Well, I don't think of it as being afraid. I think it's more a way of thinking about opportunity, right? The world is changing all the time, yes, right? And you could very look at fast. that change and say, oh my God, what are we going to do? I think of it as opportunity. Let me give you an example from 10 years ago or something or thereabouts. The world was changing in a way where people were moving from desktops to mobile phones, smartphones, right? And Google was very much a desktop-oriented product, right? But we saw this change, and we saw it as an opportunity, and we pivoted the company to be mobile first at the time, yes, right? So that we could have the best product on the mobile phone. So right? And it's anticipation. So we view it as an opportunity and move on. And as we move forward, we see a new generation of users coming online, young people, new to the internet, a variety of things. Again, we can either think of it in sort of what are we going to do, or we're going to think of it as opportunity. What are we going to do to serve this new cohort of users? Thank you very much for the interview. Really, it was an honor for me. And my first interview, so I was stressed to do it and very impressed. Thank you very much, and hopefully we can work more again in the future. Oh, maybe yes. even at Google. Yeah. I don't know, I like creative things to do in YouTube. Et parfois on a besoin d'un peu d'aide parce que tu as des grosses annonces, tu as besoin d'envoyer ça à tellement de personnes. Et je te dis à bientôt alors. Merci. Risky.